C'est fait. Au Tchad, Idriss Déby a été officiellement réélu président. La Cour constitutionnelle a validé mardi 3 mai les résultats définitifs. 5e mandat, 26 ans de règne. Il a obtenu 59,9% des voix. C'est presque aussi bien que le président du Congo, qui lui aussi a été réélu en mars dernier avec 60% des suffrages, mais moins bien que son homologue de la Guinée équatoriale, au pouvoir depuis 1979, qui a été lui réélu avec 93,7% des suffrages. Sidi Kaba, dites-nous, s'accroche-t-on plus au pouvoir en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest? Il y a manifestement une tradition de longévité au pouvoir en Afrique centrale parce que le président Teodoro Obiang-Nguema a fait 37 années au pouvoir, le président Sassou cumule plus de 31 ans au pouvoir, le président Déby cumule plus de 26 ans au pouvoir. Quand vous additionnez ces trois présidents à eux seuls, on arrive à environ un siècle, 14 années, on arrive à environ un siècle de longévité au pouvoir. Et si vous ajoutez le président d'Angola, Dos Santos, si vous ajoutez le président Paul Biya, vous arrivez pour cette partie de l'Afrique avec 5 présidents à 164 années de pouvoir. Donc, vous voyez, il y a manifestement une tradition de longévité, une volonté de s'accrocher au pouvoir que l'on ne trouve pas en Afrique de l'Ouest où, à la faveur de la démocratisation de 90, on a connu des alternances au Mali, au Niger, au Ghana, etc. Donc, il y a des difficultés d'alternance au pouvoir en Afrique centrale plus qu'en Afrique de l'Ouest et même plus que dans d'autres parties du continent africain. Et comment est-ce que cela s'explique-t-il? Ça s'explique à la fois par des facteurs internes parce que ces chefs d'État ont essayé d'affaiblir toutes les institutions qui auraient pu servir de contre-pouvoir, que ce soit la justice, que ce soit l'armée ou même les institutions de la société civile. Les syndicats sont faibles, les associations, et ça a été fait volontairement. Quand vous prenez un pays comme la Guinée équatoriale, il n'y a pas d'espace de liberté, il n'y a pas d'espace associatif qui aurait pu permettre à ces organisations de jouer le rôle de contre-pouvoir. C'est à peu près la même chose au Congo-Brazzaville et au Tchad. Donc, du coup, ces facteurs internes ajoutés aux facteurs externes parce que, comme par hasard, ces pays sont des pays producteurs de pétrole. La plupart des pays d'Afrique centrale sont des pays producteurs du pétrole et cela fait que les partenaires de ces pays ne haussent pas le ton de la même façon qu'en Afrique de l'Ouest où les pays sont relativement pauvres parce que ces pays aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du continent africain, font souvent du chantage en disant aux partenaires occidentaux, si vous faites de la démocratisation ou du respect des droits de l'homme une condition de notre partenariat, nous on va faire appel à la Chine, on va faire appel au Brésil. Donc c'est ça qui fait que ce président-là se trouve aujourd'hui dans la position d'une culture de présidence à vie puisque les verrous constitutionnels ont été sautés, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit en Guinée équatoriale, les verrous constitutionnels ayant été sautés, ces présidents peuvent s'éterniser au pouvoir. Mais pourquoi persistent-ils quand même à organiser des élections qui coûtent cher, hein, alors qu'ils savent qu'ils ont quand même de grandes chances d'être réélus? Tout à fait. Et la question est d'autant plus pertinente que ce sont des sommes importantes qui sont engagées pour l'organisation des élections. 25 milliards pour certains pays, 30 milliards et même 40 milliards de francs CFA pour certains pays. Vous voyez, c'est des sommes énormes qui sont engagées pour finalement arriver à des mascarades électorales ou à des hold-up dont l'utilité est aujourd'hui discutable. Cet argent aurait pu servir dans des secteurs plus rentables, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit les routes. Mais les présidents choisissent ça, je pense, dans le cadre de la communication extérieure, dire qu'ils ont organisé des élections. Mais puisque finalement ces élections n'ont aucune utilité, autant faire des économies, autant qu'ils restent au pouvoir jusqu'à la fin de leur jour et que l'argent soit épargné pour être plus utile dans d'autres secteurs. Il y a aussi la question de l'opposition. On entend beaucoup que l'opposition n'est pas à la hauteur aussi pour proposer une alternative à ces présidents-là. Il y a la faiblesse des oppositions dans ces pays-là. Souvent, les opposants sont des transfuges du parti au pouvoir. Ce sont d'anciens ministres, ce sont d'anciens hauts cadres qui ont exercé avec le président qu'ils prétendent combattre. Du coup, il y a une défiance de la population en disant que c'est peut-être tous les mêmes.
plutôt que de prendre la copie, il vaut mieux aller vers l'original. Donc, il y a cette dimension et il y a aussi l'absence de stratégie des opposants. Les opposants, souvent, n'ont pas de stratégie. On a vu l'opposition promettre qu'il n'y ait pas de référendum au Congo. Le référendum a finalement eu lieu. On a vu l'opposition accepter finalement d'aller aux élections alors qu'elle avait posé comme condition pour aller aux élections la question de la gouvernance électorale qui n'a pas été réglée. Donc, il y a des faiblesses de stratégie. Et il y a l'élément le plus important de mon point de vue, c'est que ni les partis politiques au pouvoir, ni les partis politiques d'opposition n'ont fait le travail d'éducation politique qui aurait pu amener aux gens, les électeurs à choisir, non pas en fonction de l'ethnie, de la région, mais du programme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les gens votent plutôt pour celui de leur village, pour celui de leur ethnie, que pour celui qui a un programme politique, qui a une vision politique. Et ça, c'est une faiblesse, je crois, de démocratie, à la fois en Afrique centrale et dans le reste du continent. Merci Sidik, et puis retrouvez d'autres articles consacrés à cette question en ligne. À bientôt.